tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat. Tout l'été, je vous propose de voir ou de revoir les temps forts de la dernière session parlementaire. Aujourd'hui, place à la deuxième partie de la réforme territoriale, le fameux projet de loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République. Ce texte qui répartit les différentes compétences en fonction des échelons du territoire, communes, intercommunalités, départements ou encore régions. Un texte qui a vu l'opposition du Sénat au gouvernement sur de nombreux points. Je propose aujourd'hui de nous intéresser à deux points. Tout d'abord, la politique de l'emploi doit-elle être confiée aux régions? Selon les sénateurs, oui. Au contraire, le gouvernement plaide, lui, en faveur d'une politique au niveau national. Vous allez pouvoir voir les discussions sur ce point. Également, deuxième point sur lequel il y avait une friction entre les sénateurs et Marie-Lise Lebranchu, le mode de scrutin pour les conseillers communautaires, mode de scrutin qui devait être au suffrage universel direct et au niveau de l'intercommunalité. C'était pour les sénateurs un pas vers la disparition de la commune et d'ailleurs finalement ils ont obtenu gain de cause sur ce dernier point. Tout de suite donc, retour au débat dans l'hémicycle. Article 3 bis. Alors j'ai une demande de parole de Monsieur le ministre Delbar. Vous avez la parole. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, avant les articles 3 bis et 3 ter, je voudrais rappeler qu'en première lecture, le Sénat a été à l'origine de l'ajout de dispositions visant à confier aux régions de nouvelles responsabilités en matière de coordination des acteurs des politiques de l'emploi. L'objectif affiché est de permettre une meilleure adaptation des politiques d'emploi aux spécificités territoriales. L'objectif est louable, il est partagé, c'est la méthode qui pose problème. Vous le savez, la lutte contre le chômage et pour l'emploi sont des compétences régaliennes. Pôle emploi est l'outil majeur des politiques de l'État et son opérateur exclusif. La rédaction issue du Sénat venait ajouter une tutelle de la région sur Pôle emploi. C'est la raison pour laquelle nos collègues députés ont largement réécrit l'article 3 bis, introduit par le Sénat de façon à ne pas remettre durablement en cause le rôle de l'État dans la lutte contre le chômage et à garantir la suprématie de Pôle emploi dans le service public de l'emploi. Je rappelle que la fusion de la NPE et des ACDIC s'est avérée suffisamment délicate pour ne pas en rajouter. Par contre, la mobilisation des régions sur cette question est essentielle, car elles sont compétentes en matière d'orientation professionnelle, de formation, de développement économique. Les régions doivent être aux côtés de l'État pour élaborer une stratégie régionale coordonnée en faveur de l'emploi au plus proche de la réalité de la situation locale du marché du travail. Et c'est bien l'objectif de l'article 3 ter qui a été ajouté à l'Assemblée. Cet article permet à l'État de déléguer aux régions qui le souhaitent la coordination de nombreux acteurs du service public de l'emploi hors Pôle emploi en vertu d'une convention avec l'État garantissant la cohérence avec les politiques et les dispositifs nationaux. Or, la commission des lois du Sénat a rétabli sa rédaction de première lecture. Les modifications apportées par la commission des lois sur les articles 3 bis et 3 ter posent un certain nombre de difficultés et remettent en cause la cohérence même des politiques de l'emploi et de formation. D'une part, les dispositions concernant le CREFOP, Comité régional de l'emploi, de la formation, de l'orientation professionnelle, remettent en question la nouvelle gouvernance quadripartite mise en œuvre par la loi du 5 mars 2014 qui associe l'État, la région, les représentants des salariés et des employeurs. Le président de région ne peut exercer seul la présidence du CREFOP. L'association des pouvoirs publics, des partenaires sociaux est un élément essentiel de la réussite des politiques d'emploi et de formation. D'autre part, je rappelle que les dispositifs de la politique de l'emploi, emploi aidé, offre de services, prestations de Pôle emploi et pour partie des autres secteurs du service public de l'emploi, pilotage des moyens de Pôle emploi, sont des dispositifs nationaux. Comment les acteurs dans les régions pourraient-ils s'engager sur la manière dont ils mobilisent les outils des politiques de l'État sans l'État? Enfin, il me semble risqué d'avoir une logique d'intervention différenciée en fonction des publics cibles, l'État gérant les chômeurs de longue durée et les régions les populations employables, ce que laisse présumer le dispositif proposé par l'État. C'est la raison pour laquelle le groupe socialiste soutiendra les deux amendements du gouvernement
qui rétablissent l'équilibre obtenu en première lecture à l'Assemblée. Merci de votre attention. Merci, mon cher collègue. Amendement 270 qui va être défendu par Oui, Madame Pruneau. Madame Pruneau. Oui. Oui, merci Madame la Présidente, Madame la Ministre et chers collègues. Le service public de l'emploi est-il soluble dans la décentralisation? C'est cette question que l'on peut se poser sur l'article 3 bis, voulu par la majorité du Sénat, au motif que les compétences de la région en matière de formation professionnelle et d'apprentissage seraient la condition nécessaire et suffisante pour y adjoindre le service public de l'emploi. À la vérité, la situation générale de l'apprentissage en France et les limites de l'efficacité de notre système de formation permanente, encore fort éloigné de la mise en œuvre d'une forme de sécurité sociale professionnelle, semblent montrer, à contrario, qu'il convient d'avoir quelques précautions en matière de régionalisation. Ce qui est en cause à Pôle emploi, ce n'est pas de notre point de vue de savoir si le fait de régionaliser son activité rendra l'institution plus efficace, mais c'est bel et bien de constater que la fusion ANPE-ACEDIC, réforme du quinquennat écoulé, a conduit le service public de l'emploi sur la voie de grandes difficultés, pour ne pas dire plus. L'évidente faiblesse des effectifs de Pôle emploi, la précarisation des agents de l'institution, l'incapacité qui leur est faite de réaliser un véritable suivi et d'apporter de véritables conseils aux privés d'emploi, les exigences statistiques régulières, tout cela conduit à détériorer gravement la situation de l'institution. Et malgré toutes ces difficultés, Pôle emploi s'avère plus efficace que n'importe quel autre organisme de placement de privés d'emploi. Il nous semble qu'il vaut mieux supprimer cet article dont la dimension purement déclarative est assez évidente. Le vrai sujet en la matière, chers collègues, réside en effet plutôt dans l'accroissement de l'effort en faveur d'un service public de l'emploi performant, assorti d'une hausse de sa subvention de fonctionnement et d'une réflexion nécessaire sur la séparation entre traitement de la demande d'emploi et instruction des allocations chômage. C'est pour l'ensemble de ces raisons que nous vous invitons à adopter cet amendement. Merci, ma chère collègue. Avis de la commission, monsieur le rapporteur. 70. Oui, nous considérons bien sûr que, et le propos de monsieur le ministre Delbar nous a pas vraiment surpris, mais un petit peu quand même. Bon. Oh oui, bon. Mais ça, c'est normal. Nous sommes beaucoup plus offensifs en matière d'association des régions sur la politique d'accompagnement vers l'emploi. Nous avons regretté, on nous annonçait la troisième étape de la décentralisation. Et on nous présente une loi d'administration de la République. Alors peut-être que ça viendra un jour. Mais nous, on a dit on va anticiper. Parce qu'il nous paraît évident que les compétences qu'on a données aux régions en matière de formation professionnelle, la compétence que nous voulons donner en matière d'économie. Nous aurons aussi un amendement sur l'enseignement supérieur, meilleure association des régions à l'enseignement supérieur. C'est bancal si on ne met pas dans la boucle la région pour l'accompagnement vers l'emploi. Et c'est ce que nous avons proposé en première lecture. D'ailleurs, chacun se rend compte que c'est sans doute une nécessité, puisque le gouvernement lui-même et nos collègues députés ont dit qu'on pourrait faire des expériences, des expérimentations. Et pourquoi faire des expérimentations? Puisque on veut donner aux régions des compétences en matière de développement économique, on l'a donné en matière de formation professionnelle. Il est évident qu'il faut donner aussi des compétences en matière d'emploi. Nous avons été extrêmement prudents. D'abord, nous sommes tenus par des règles constitutionnelles, vous les connaissez, c'est l'article 40. Et deuxièmement, nous ne remettons pas en cause l'établissement public qui est chargé de l'emploi en France. Mais
On souhaite que, alors si uniquement c'est avoir un représentant de plus des régions au Conseil national de Pôle emploi, c'est un petit peu faible comme implication des régions. Donc voilà, donc il y a ceux qui n'en veulent pas, ils n'en veulent pas, mais nous maintenons que c'est certainement, et nous continuerons à promouvoir cette idée qui nous paraît extrêmement importante. Donc l'amendement de suppression, bien entendu, de ce point de vue, nous ne pouvons y être favorables. Madame la ministre, avis du gouvernement sur le 270. Défavorable, Madame la Présidente. Je n'ai pas entendu. Défavorable. Très bien. Vous maintenez votre amendement, mes chers collègues? Il est maintenu, donc je vais le mettre aux voix. Je n'ai pas de demande d'explication de vote. 2 avis défavorables. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. 4 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. L'amendement 659 du gouvernement, Madame la ministre. Oui, merci, Madame la Présidente. J'entends bien ce qu'a dit à l'instant Monsieur le rapporteur, puisque nous avons regardé les travaux de la Commission des lois, bien évidemment. Nous ne saurions pas arriver, y compris au contenu de l'amendement que le gouvernement dépose, qui est effectivement un retour au texte tel que voté à l'Assemblée nationale, nous n'y serions pas arrivés s'il n'y avait pas eu le débat au Sénat. C'est parce qu'il y a eu un débat au Sénat et des propositions dans le cadre de votre Haute Assemblée qu'à l'Assemblée nationale, nous avons pu, en travaillant avec mon collègue François Rebsamen sous l'autorité du Premier ministre, trouver un certain nombre d'accords qui nous semblent répondre à une volonté d'équilibre concernant ce dossier difficile. Le service public de l'emploi, comment effectivement y associer les régions sans déstabiliser le service public de l'emploi, dont je rappelle toujours qu'il a été totalement réorganisé il y a quelques années sous l'autorité du ministre Gérard Larcher à l'époque, rassemblant dans une même unité à la fois ce qui est discuté au niveau des partenaires sociaux, les ACDIC, et puis les personnes chargées d'accompagner les chômeurs. Effectivement, même si on ne peut pas imaginer transfert de ce qu'eût été la NPE globalement, c'était tout à fait différent dans la discussion et certains en ont largement convenu. Nous voulons effectivement partager, et je répète grâce aux travaux du Sénat, la volonté d'associer les régions plus étroitement à la conduite des politiques de l'emploi parce qu'elles sont des acteurs économiques majeurs. Vous l'avez rappelé, elles disposent de compétences en termes de formation professionnelle continue. Sans doute, monsieur le rapporteur, ce qui nous a manqué, c'est, et c'est parfois un regret, je l'exprime ici en toute amitié, c'est qu'on n'ait pas pu transférer la formation professionnelle dans ce texte et qu'elle ait été transférée dans un autre texte, qui n'était pas celui de la décentralisation, mais qui était celui de la réécriture de la formation professionnelle. Je pense, et je continue à dire, qu'effectivement, c'est plus difficile, comme ça, de se souvenir qu'il y a quelques mois seulement, on a décentralisé une compétence extrêmement forte à la région, qui est la formation professionnelle. C'est une décentralisation portée par un autre texte que celui de la décentralisation, et du coup, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai, monsieur Guest. Nous n'avons après pu porter que l'organisation territoriale de la République. C'est peut-être une erreur de communication dans notre écriture, mais c'est ainsi. Donc, et je rappelle que les régions, et vous-même, dans votre expression concernant l'accompagnement des chômeurs, souhaitaient que la formation professionnelle soit transférée le plus vite possible aux régions. Donc, voilà qui a été fait. Et donc, comment continuer et aller plus loin à partir de vos travaux? Nous pensons qu'il faut renforcer, et vous avez raison sur l'analyse, les régions en pilotage des politiques de l'emploi. C'est vrai que la meilleure territorialisation, la meilleure coordination des différents intervenants est une chose attendue. Je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse dire que tout fonctionne parfaitement. Mais il faut aussi savoir que ce que je disais sur la formation professionnelle et sa nouvelle organisation n'est effectif que depuis le 1er janvier. Et nous sommes au mois de mai. Alors, je trouve extraordinaire qu'on ne prenne pas en compte le fait que janvier, février, mars, avril, c'est court
pour pouvoir tirer bilan de ce que nous avons fait. Et avant même de tirer bilan de ce que nous avons fait, nous réécrivons déjà notre histoire. On me disait tout à l'heure, il y a peu de temps, on a voté une loi, pourquoi la réécrire? C'était à propos de l'économie sociale et solidaire. Là, il y a encore moins de temps, et il y a encore... Oui, il y a pareil, vous avez raison, monsieur le rapporteur. Nous sommes en train de continuer une loi qui ne s'applique que depuis le 1er janvier. Donc j'entends bien les critiques des régions concernant le siège supplémentaire, des choses de ce type. On l'a parfaitement entendu, d'où l'écriture que nous avons défendue à l'Assemblée nationale. Permettre qu'une délégation de l'État aux régions des missions de coordination de certains acteurs du service public de l'emploi puisse être faite, c'est une avancée. Vous l'avez rappelé tout à l'heure, monsieur Delemare, avec une convention qui définisse objectifs et moyens et qui regarde aussi les résultats. Il faudra que nous ayons à cœur de suivre justement cette évaluation. Et enfin, transférer aux régions des dispositifs d'appui à la création et à la reprise d'entreprise par les demandeurs d'emploi. C'est ce que j'ai entendu le plus souvent demander, en particulier par un certain nombre de personnes qui, ayant subi un licenciement économique, ont envie de reprendre des activités parce qu'il y a compétence et il y a marché, et puis aussi parce que nous savons que la création d'entreprises par les demandeurs d'emploi est une chose qui fonctionne assez bien et qui fonctionnera mieux. Je pense que le Sénat a raison et que l'Assemblée l'a suivi si on transfère ces dispositifs d'appui à la région. Pourquoi? Parce que la région va effectivement mieux connaître les secteurs économiques aujourd'hui encore, en tout cas c'est ce qu'on lui demande et c'est ce qu'elle va faire. Donc voilà ce que moi je voulais dire à la défense de cet amendement et au rejet d'un certain nombre d'autres. Je ne reprendrai pas la parole souvent, mais la coordination des opérateurs du service public de l'emploi, ce n'est pas une vaine proposition. Et je conclus en rappelant qu'effectivement, si vous n'aviez pas eu cette initiative, il n'y aurait pas eu d'initiative. Il y a eu une initiative, il y a eu suivi d'initiative, il y a eu un texte. Et je défends donc ce texte en espérant recueillir un certain nombre d'avis positifs de cette Haute Assemblée. Merci, Madame la Ministre. Amendement 455 rectifié, Monsieur Husson. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, cet amendement propose de revenir à la formulation de l'article 3 bis adopté par l'Assemblée nationale. Ce n'est pas trop dans mes habitudes, mais je veux simplement quand même rappeler qu'il était prévu dans cet article que la région participe à la coordination des acteurs au service de l'emploi sur son territoire. Et pour le vivre, c'est parfois aussi l'avantage d'être éclairé par la pratique sur notre territoire. Je continue de penser que la coordination exclusive par la région pourrait avoir et même aurait pour conséquence la division du service public de l'emploi. Pôle emploi au niveau national et les outils territoriaux. Pour la région, maison de l'emploi, plans locaux pluriannuels, les plis, et puis les missions locales. Et je pense que cela aurait des conséquences néfastes à l'optimisation du service public de l'emploi et que ça porte en soi le risque d'aller à l'encontre des efforts de cohérence, de coordination qui sont menés sur les territoires par Pôle emploi et les outils territoriaux pour lesquels, aujourd'hui encore, un certain nombre de collectivités, notamment d'intercommunalités, se mobilisent. Je vous donnerai simplement un exemple. Dans mon département, Meurthe-et-Moselle, dans le sud du département, il y a des dispositifs intéressants autour des maisons de l'emploi pour lesquels, aujourd'hui, les collectivités participent majoritairement, financièrement, à ces dispositifs. Et à cet instant, je veux quand même appeler notre attention. Tout effort financier, tout effort d'insertion, tous les efforts convergents qui conduisent à remettre un certain nombre de gens éloignés de l'emploi, qui n'ont pas de boulot, c'est-à-dire qui sont au chômage, j'estime que nous n'avons pas le droit de nous priver des efforts conjugués. Ce sont les efforts pour la France et ce sont peut-être aussi et d'abord des efforts pour des femmes et des hommes qui sont sans emploi. Eh bien, nous savons que les temps sont difficiles, mais même s'ils sont difficiles, et je dirais même à plus forte raison, nous devons redoubler d'efforts, y compris par un accompagnement financier, social et humain. C'est d'abord de respecter la dignité de ces personnes, et je pense que ça va dans le sens de l'engagement des femmes et des hommes qui
qui se mettent au service de leur pays. Pour ces raisons, je pense, et en tous les cas, je souhaite que vous soyez, que cet amendement soit suivi. Vous avez vu que un certain nombre d'entre nous, c'est peut-être pas conforme, en tous les cas, à ce que la Commission a pu décider, mais j'en appelle, en tous les cas, à votre sagesse générale et surtout au sens du soutien en direction de celles et ceux qui, aujourd'hui, n'ont pas d'emploi et qui, grâce à ces dispositifs de coordination, le retrouvent. Merci, Monsieur Husson. Amendement 391 rectifié. Pardon. 480 d'abord. Excusez-moi, c'était collé les feuilles. Monsieur Sido, pardonnez-moi, mon cher collègue. Merci, Madame la Présidente. Les élus des départements proposent que la région, préalablement à toute décision dans le domaine de l'emploi des personnes en situation de handicap, puisse recueillir l'avis du Conseil départemental des personnes handicapées, appelé à devenir le Conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, qui sera présidé par le président du Conseil départemental selon les termes du futur article L. 14-11-1 du Code de l'action sociale et des familles. Eu égard à la spécificité que présente la réinsertion des personnes en situation de handicap dans le milieu professionnel et des compétences sociales du département, le présent amendement vise à assurer aux personnes handicapées un traitement efficace de leur insertion ou de leur introduction dans un emploi adapté aux particularités de leur situation. Merci, Monsieur Sido. L'amendement 391 rectifié. Monsieur Ruquier. Madame la collègue, c'est le même esprit que l'amendement précédent, si vous voulez, puisque donc il s'agit de préciser que la région, donc préalablement à toute décision, dans le domaine de l'emploi des personnes handicapées, doit recueillir l'avis du Conseil départemental des personnes handicapées. Voilà, je serai bref pour gagner du temps. Merci, Monsieur Ruquier. Avis de la Commission sur ces amendements. Monsieur le rapporteur, s'il vous plaît. Alors, l'amendement du gouvernement, je remercie Madame la ministre d'avoir fait part des évolutions qui, manifestement, sont nécessaires dans ce domaine. Alors, la réflexion n'est peut-être pas aboutie, c'est pour ça. Vous avez évoqué un certain nombre de choses. Honnêtement, même si la formation professionnelle, c'est nouveau, raison de plus pour mettre tout de suite la coordination de l'accompagnement vers l'emploi en même temps. Parce que c'est lié les deux choses. C'est lié. Vous savez très bien que l'emploi, ça dépend aussi de la formation. Et pour les demandes, s'il n'y a pas de formation, c'est plus difficile d'avoir des emplois. Et je pense qu'on a donné une compétence économique aux régions, donc c'est la logique. Vous savez, en 83-84, on ne s'est pas contenté de donner une compétence, on en a donné plusieurs aux régions, surtout aux départements, et puis d'autres lois aussi, la loi dite Raffarin. Donc on peut... Qu'il y ait des délais, que tout ça, ça se mette en place, que ça soit un peu compliqué, oui, mais si on ne trace pas une orientation, on ne fera pas grand-chose parce que tous les conservatismes seront là pour l'empêcher. Et vous savez, avec mon collègue René Vandirion, nous avons reçu tous. J'ai été tous. Alors je ne vais pas les citer, tous les organismes multiples. Et on s'est dit, mais c'est formidable, ils ne travaillent même pas ensemble. Chacun de son côté, chacun sa boutique. C'est formidable. On doit dépenser des sommes colossales. D'ailleurs, la Cour des comptes l'a dit à plusieurs reprises. Enfin, la Cour des comptes, je ne sais pas si on l'écoute souvent, de temps en temps, il faudrait l'écouter pour faire des réformes nécessaires. Et donc, on s'est dit, mais c'est extraordinaire que quand même la région devienne localement, parce que ça ne se fait pas au niveau de l'État, c'est pas vrai, devienne localement le coordinateur vraiment de l'accompagnement vers l'emploi, tout en respectant les choses admirables qui ont été faites par les uns et les autres. Nous, on a une ambition. Si on veut rester comme on est, tout va bien, ça va certainement s'améliorer. Nous croyons beaucoup dans ce domaine à la place des régions, des élus locaux, parce qu'ils sont aussi des praticiens du terrain. Voilà. Donc nous sommes, Madame la Ministre, tout en reconnaissant les efforts faits, et même les améliorations par rapport au texte de l'Assemblée, mais pour l'instant, en plus on va dialoguer encore avec l'Assemblée,
Nous tenons beaucoup à l'amendement qui avait d'ailleurs, je le rappelle, je le salue, avait été déposé par notre excellent collègue Savary. C'était au nom de la Commission des affaires sociales. Voilà, je tiens à le rappeler parce qu'il avait beaucoup travaillé sur ce sujet. Donc vous comprendrez, mon cher collègue Husson, que je ne peux être d'accord avec votre amendement, compte tenu de ce que je viens de dire. Quant à l'amendement de M. Sido, là, oui, mais est-ce que c'est le rôle de la mission enfin la future, puisque ça va changer, hein, la MDPH en fait, est-ce que c'est le rôle de la MDPH, est-ce que c'est pas autre chose, puisque c'est l'accompagnement social essentiellement? Oui, mais évaluation, mais c'est pas que je sache, c'est pas MDPH qui définit l'invalidité au travail. Non, 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 pas ça. Le taux, non, oui, mais c'est quand même ça qui est important vis-à-vis de l'emploi. Alors écoutez, non, mais je connais, c'est ce que j'ai dit. Mais la visée de la maison du handicap, c'est pas tout à fait la visée. Bon, je dis, si on commence à tout mélanger, ceci dit qu'on consulte, je pense que ça sera nécessaire de consulter, mais c'est peut-être pas la peine de le mettre dans la loi, parce que si on met toutes les consultations nécessaires, je pense que c'est superflu, et surtout, c'est pas tout à fait la même chose, la visée du département, je vous le dis. Autrement, on risque de un petit peu tout mélanger. Donc, dans l'immédiat, je vous demande de retirer votre amendement. Autrement, je serai défavorable. Alors, pour résumer, on est bien d'accord, un avis défavorable sur le 659, idem sur le 455 rectifié, idem sur le 480 et sur le 391 rectifié. 391 rectifié. Défavorable aussi. Très bien, monsieur le rapporteur. Avis du gouvernement, madame la ministre. Oui, compte tenu du dépôt de l'amendement du gouvernement, je ne peux être favorable à aucun autre amendement, jusqu'au bout d'ailleurs de la discussion, et j'aime autant le dire tout de suite. Merci madame la ministre. Je vais mettre aux voix ces amendements. Donc le 659 du gouvernement. Y a-t-il des... Mes chers collègues, je vais pas vous oublier. Donc nous sommes sur le 659 du gouvernement. Explication de vote. Monsieur Fouché, vous avez la parole. Sans aucun souci. Et je ne vous aurais pas oublié. Présidente, Madame la ministre, simplement, si j'ai bien compris ce que disait le président Hyest, donc en définitive, moi, par exemple, chez moi, j'ai mis en place des maisons des services publics, au service public. Je consacre 150 000 € par an. Il y a la mission locale, il y a Pôle emploi qui fait des permanences. J'ai mis en place un système avec le conseil général, etc. Tout ça s'est réuni pour s'occuper des demandeurs d'emploi, donc je n'aurai plus à m'en occuper. Ce ne sera plus moi qui gérerai ça sera géré par la région, et moi je ne mettrai plus un sou dans l'opération. Monsieur Ça va Fouché, disparaître. pose la question. Mon cher collègue, le rapporteur va vous répondre. Nous viendrons, mon cher collègue, aux maisons des services publics, etc., qui avaient été malencontreusement un soir supprimées, comme ça. C'est autre chose que la coordination des actions, hein, en matière d'accompagnement vers l'emploi. C'est autre chose. Ça ne veut pas dire du tout que ces maisons des services publics vont disparaître. Au contraire, on va les encourager et elles figurent aux articles suivants. Ils pourront comporter... Parce qu'il faut bien comprendre que nous ne voulons pas supprimer, par exemple, enfin mettre ou bien faire éclater Pôle emploi. Pas du tout. Mais ce que vous faites dans un certain nombre de lieux, vous dites Pôle emploi est dans votre maison des services publics, et puis il y a la maison de l'emploi éventuellement, et puis il y a peut-être autre chose, hein, il y a peut-être d'autres services publics ou au public. Mais ça continue. Mais c'est indépendant de la compétence du département, la compétence de la région en matière d'accompagnement vers l'emploi. Ça ne veut pas dire du tout que toutes les initiatives locales pour réunir les services publics et rendre vivre, notamment dans les zones rurales, je dirais même que c'est une responsabilité du département en matière de solidarité territoriale. Ça rentre parfaitement dans ce champ. Donc, c'est indépendant. Ce que nous vous proposons, c'est indépendant des organisations qui existent et qui sont extrêmement utiles sur le terrain.
Merci, monsieur le rapporteur. Monsieur Savary, pour explication de vote. Présidente, simplement, effectivement, pour clarifier dans ce qui avait été vu, proposé par la Commission des affaires sociales et repris par la Commission des lois, était vraiment d'aller jusqu'à la coordination du développement économique, la formation, etc. Alors, se pose effectivement dans les territoires des situations différentes, puisqu'il y a mission de l'emploi, il y a les maisons de l'emploi, les missions locales, etc. La coordination veut dire qu'à un moment, il faut rationaliser les coûts. Il est important d'avoir un système un petit peu plus efficace. C'est pour ça qu'il nous paraissait intéressant que cette instance de concertation, qui s'appelle le CREFOP, soit entre autres présidée par le président de région pour coordonner. Ce sera, je crois, l'article 20, ex-article 24, je ne sais pas combien il va devenir maintenant, mais sera coordonné au niveau régional. Alors, où se pose un problème, et je rebondis sur ce que disait Jean-Jacques Hyest, c'est effectivement l'insertion professionnelle, qui est dépendante des départements, plus ou moins, en tout cas pour les bénéficiaires du RSA. Donc il faudra bien, dans le cas des grandes régions, que cette instance de coordination s'appuie effectivement sur les départements pour l'insertion professionnelle des bénéficiaires de RSA. C'est une instance de concertation qui doit se mettre sur pied. Et ce serait une déclinaison de la politique d'ailleurs de l'emploi sur le plan du territoire. Et puis, le problème de l'insertion et la formation des personnes handicapées. Alors, Jean-Jacques Hyest, c'est bien la MDPH qui définit la RQTH, donc la capacité notamment à l'emploi, et qui définit des plans de formation avec les AGFIP, etc., pour faire en sorte qu'il y ait une insertion de ces personnes handicapées, qu'elles puissent derrière bénéficier d'un certain nombre de formations pour aller vers l'emploi. On a bien vu qu'il faut être attentif, puisqu'il y a un taux de chômage dans les personnes handicapées double de celui des personnes qui ne sont pas en situation de handicap. C'est pour ça qu'il faudra trouver la concertation nécessaire pour faire en sorte que toute personne ne soit laissée au bord du chemin. Mais je pense qu'avec l'article 24, on arrivait à faire quelque chose de cohérent qui fait que les conseils départementaux ou les MDPH seraient automatiquement quand même consultés dans l'approche de leur insertion, me semble-t-il. Merci, monsieur Savary. Je vais donc mettre aux voix l'amendement 659 du gouvernement. Je n'ai plus de demande d'explication de vote. Je le mets aux voix. Qui est pour? Je rappelle, avis défavorable de la commission et bien sûr un avis favorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 455 rectifié de monsieur Husson, pas de demande d'explication de vote. Un avis défavorable de la commission, un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Le 480 de monsieur Sido, il est maintenu. Explication de vote, monsieur Sido. Oui, j'aimerais bien, je ne comprends pas, parce que je ne comprends pas le rapporteur, très honnêtement. Parce que le handicap, c'est une des compétences les plus importantes avec l'aide sociale à l'enfance des conseils départementaux. Bien. Oui, vous le savez, bien entendu. Et donc, c'est bel et bien, par le biais de la Maison départementale du handicap, la MDPH, que finalement l'AH est accordée avec un taux qui est fixé par la Commission. Et naturellement, c'est la Maison départementale du handicap qui connaît les handicapés. Bien. Je ne vois pas en quoi la région, le conseil régional, pourrait se passer de l'avis de la MDPH d'une part, mais également du conseil départemental des personnes handicapées. Il ne s'agit pas du conseil départemental tout court, il s'agit du conseil départemental des personnes handicapées qui deviendra le conseil départemental de la citoyenneté et de l'autonomie, une fois que la loi sera votée. Donc voilà, maintenant si la région peut se passer de tout ça, que la région d'ailleurs reprenne le handicap, carrément, puis on n'en parle plus. Donc j'aimerais bien des explications complémentaires de monsieur le rapporteur avant de me décider sur le retrait ou non de mon amendement. Monsieur Fouché, pour explication de vote, je vous donnerai la parole après.
Madame la Présidente, Madame la Ministre, je rappelle qu'avant la mise en place des maisons départementales des personnes handicapées, le handicap était géré par l'État. Et quels que soient les gouvernements, ce n'était pas satisfaisant. Les gens n'arrivaient pas à obtenir les dossiers, ça demandait des mois et des mois. On a mis en place, moi je l'ai fait dans mon département, c'était le 2e ou le 3e, la maison départementale des personnes handicapées. Les gens ont afflué naturellement, parce que c'est organisé, parce que ça fonctionne bien. Et je suis de l'avis du président Sido, je pense que ce n'est pas gênant pour la région, au contraire, d'avoir un certain nombre d'informations. Je veux dire, on ne va pas avoir une double enquête. Il y a une information qui sera donnée préalablement, que la région demandera, une information qui a été faite, il y a une étude, il y a une évaluation, il y a tout cela. On ne va pas avoir 2 fois la même chose. Je veux dire, c'est une économie à la fois de temps gagné, une économie financière. Autant faire fonctionner en complémentarité ces 2 institutions. Je crois que ça me paraît un amendement de sagesse et d'économie dans cette période de difficulté. Merci, Monsieur Fouché. Madame la Ministre. Oui, je voulais donner un argument supplémentaire à M. Sido pour éventuellement retirer son amendement, parce que vous voulez qu'il y ait une consultation très claire des départements. Or, si vous reprenez le décret 2014-1005 du 16 septembre 2014, il a été pris après la loi du 5 mars qui a institué le CREFOP. Ce décret dit dans son article R 6123-3-4 que, je cite, « Les collectivités départementales du ressort de la région sont associées aux réflexions et aux travaux conduits par le comité en matière d'insertion professionnelle des personnes en situation de handicap. » Donc, vous avez totalement satisfaction déjà par ce décret. Quoi qu'on fasse après, ce décret s'applique. Merci, Madame la Ministre. Vous le retirez. Le 391 rectifié qui avait été défendu par Monsieur Requier, il est maintenu. Monsieur Requier, explication de vote. Je trouvais que l'amendement de M. Sido était excellent, mais comme il a retiré, je retire le mien. Je vous remercie. Nous passons au 494 rectifié bis, qui n'est pas soutenu, mais je crois que la Commission voulait peut-être le reprendre. J'ai cru, vous le reprenez. Très bien. Donc il portera le numéro 790. Avis de la Commission sur cet amendement, donc le 494 rectifié bis, Madame. Si vous le reprenez, j'espère qu'il est favorable, Monsieur le rapporteur, sinon ça va faire désordre. Gouvernement. Voilà, qui deviendra le 790, oui, donc, amendement de la Commission. J'avais dit, là, on double le nombre de représentants des régions. C'est quelque chose qui déséquilibre ce qui a été décidé, donc le gouvernement ne peut pas être favorable. Défavorable. Je vais mettre aux voix l'amendement 790 de la Commission, avec un avis défavorable du gouvernement. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. 3 amendements qui font l'objet d'une discussion commune. Le 457 qui va être présenté par Monsieur Sido. En l'état du texte, la représentation des collectivités se limite à une représentation des régions et un représentant de l'ensemble des autres échelons de collectivités territoriales. Cet amendement vise à assurer une meilleure représentativité de chaque échelon local et à s'assurer que leurs intérêts soient bien pris en compte sans rompre pour autant l'équilibre et la représentation au sein du pôle emploi. Tel est l'objet de cet amendement. Ceci de 2 amendements identiques, le 390 rectifié qui va être défendu par Monsieur Requier. Vous avez la parole, mon cher collègue. Madame la Présidente, Madame la Ministre, mes chers collègues, il s'agit d'un amendement rédactionnel. Dans la même logique que nous avons défendu précédemment, il vise à coordonner les différents échelons locaux concernés par les politiques de l'emploi. Comme l'a reconnu Madame la Ministre, il faut améliorer la coordination sur le terrain. Il s'agit ainsi d'une simple mais salutaire précision rédactionnelle qui permettra d'assurer une meilleure représentativité des échelons locaux et à ce que leurs intérêts soient effectivement pris en compte au sein de Pôle emploi. Merci, Monsieur Requier. Monsieur Sido, je le considère comme défendu puisqu'il est identique et que c'est un repli. Je vous remercie. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui. Nous proposons que la région prenne
des responsabilités en matière d'accompagnement vers l'emploi. Immédiatement, on nous dit celles qui n'ont pas de compétences dans ce domaine, eh bien, il faut qu'elles y soient aussi. Si on veut le mélange des gens, en plus, il y aura une question d'équilibre du conseil d'administration de Pôle emploi. On a dit un représentant des autres collectivités, ça me paraît suffisant. Déjà, le gouvernement, sur 2 représentants des régions, il trouve que ça fait beaucoup. Hein, bon, alors si vous en rajoutez un de ceci, un de cela, non, je pense que... Non, mais on peut mettre tout le monde dans tout. Mais ou bien on accepte qu'on clarifie les compétences des uns et des autres, c'est ce que nous souhaitons. Dès qu'on donne une compétence, et là, ce n'est pas une compétence qui est prise au département ou répartie différemment, c'est une compétence nouvelle qu'on donne aux régions. Ben, laissons les régions au conseil d'administration de Pôle emploi. Pourquoi il n'y a pas de compétence des départements dans ce domaine? Il n'y a pas de compétence des intercos dans ce domaine. Il y a des associations qui gèrent tout un tas de choses comme ça, mais aujourd'hui, c'est coordonné par les services de l'État. Ce n'est pas coordonné par les collectivités locales. Alors moi, je veux bien tout. À chaque fois, depuis ce matin, à chaque fois, on rétablit des confusions, et je vous assure que nos concitoyens sont là, de voir que tout le monde fait tout et que ça devient incompréhensible. Voilà. Alors c'est une manifestation mineure, celle-là, parce qu'il y en a eu des quand même beaucoup plus fortes. Mais néanmoins, moi je vous dis, ce n'est pas cohérent avec ce que nous... On regretterait presque, moi je vous le dis, d'avoir voulu prendre des mesures, de proposer des mesures vigoureuses en matière d'accompagnement vers l'emploi pour les régions. Et monsieur le rapporteur, avis du gouvernement? Oui, je suis ce que dit le rapporteur et j'ajoute, au conseil d'administration de Pôle emploi, on a 5 représentants de l'État pour 1,6 milliard de financement et les représentants des partenaires sociaux qui apportent 3 milliards. Donc il y a à équilibrer les représentants des salariés et les représentants des patrons. Donc, à la limite, si on fait rentrer les partenaires, il faut peut-être faire rentrer aussi les milliards. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on est prêt à ce que chacun des participants contribue. Là, on a un problème de représentation des financeurs, 1,5 milliard et 5 milliards, oui, je ne me trompe pas. Et bon, on fait rentrer les représentants des régions, contre notre avis, on multiplie par 2, c'est déjà des non-financeurs, mais financement de l'accompagnement. Là, est-ce que les départements, s'ils le rendent, sont prêts à financer? Non. Donc je pense que veillons quand même à nos équilibres. Veillons à nos équilibres. Il ne faut pas qu'on finisse par avoir les financeurs qui soient minoritaires au conseil d'administration. Très bien. Donc je vais mettre aux voix monsieur Sido. Je ne me permettrai certainement pas de rappeler à monsieur le rapporteur Jean-Jacques Hyest, puisqu'il le sait bien entendu, que les départements s'occupent du RSA. Et alors, dans RMI, il y a de l'insertion dans cette affaire-là. Et l'insertion par l'emploi. Il y aurait donc utilité, écoutez, utilité pour beaucoup de choses d'ailleurs, que les départements, aillent voir un petit peu ce qui se passe à Pôle emploi, sachent un petit peu ce que font les allocataires du RMI. Et donc il y a toute cohérence à ce que les départements y soient quelque part. Monsieur Sido, vous maintenez votre amendement? Vous maintenez votre amendement, monsieur Sido? Excusez-moi, je n'ai pas... Vous le retirez. Monsieur Requier, pour explication de vote sur le 390 rectifié. Nous proposions simplement de remplacer les autres collectivités territoriales par chaque niveau de collectivité. Mais ce que disait monsieur le rapporteur, c'est qu'à ce moment-là, il ne faudrait pas qu'il y ait les autres collectivités qui soient. Donc il faudrait, si vous faites un amendement, de supprimer ces lignes de référence aux collectivités, parce qu'elles y sont, les collectivités actuellement. Nous, simplement, on précisait qu'il y ait chaque niveau représenté. Voilà, c'est pour ça que vous ne m'avez pas répondu tout à fait à mon amendement. Merci, monsieur Requier. Vous maintenez votre amendement? Je vais bien le retirer, mais à ce moment-là, il faudrait donc qu'on supprime les autres collectivités, si on suivait monsieur le rapporteur. Ma question est très simple, monsieur Requier. Vous le retirez ou vous le maintenez? Il est retiré. Monsieur Sido, vous retirez aussi? Il est retiré. Je vous remercie.
Mes chers collègues, je serai obligée de suspendre la séance aux alentours de 19h15 puisqu'il y aura la conférence des présidents. Je vous propose que nous essayions de finir l'article 3 bis. Donc, vous en êtes tous d'accord? Alors, nous passons à 8 amendements en discussion commune. Le 389 rectifié qui sera présenté par M. Requier. Madame la Présidente, merci Monsieur le Ministre, mes chers collègues. Madame la Ministre, mes chers collègues, lieu de concertation, le CREFOP. Le CREFOP, c'est le Comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelle. Il a fallu que je cherche parce que ce n'était pas évident. Donc ce CREFOP assure à l'échelle régionale l'articulation des politiques d'emploi, d'orientation et de formation professionnelle. Ce CREFOP est une instance dont la gouvernance est quadripartite. Il est présidé conjointement par le préfet de région et le président du conseil régional ou leur représentant. Ses missions sont bien connues. Il est chargé des fonctions de diagnostic, d'études, de suivi et d'évaluation des politiques nécessaires pour assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi et la cohérence des programmes de formation dans la région en lien avec le CNEFOP. Le CNEFOP, c'est le Conseil national des mêmes choses. Afin de mener à bien ces missions, la composition du CREFOP intègre, outre le préfet de région et le président du conseil régional, des membres nommés par arrêté du préfet de région, notamment des représentants des organisations syndicales de salariés et d'organisations d'employeurs. Notre amendement vise à rétablir les dispositions adoptées par le Sénat en première lecture qui permettaient au département, au vu de son rôle de chef de file de l'action sociale, personne ne lui conteste, et de garant des solidarités territoriales, de siéger dans cette instance de coordination. Monsieur Requier, amendement identique de Monsieur Sido. Oui, il est défendu, mais je veux donner quelques explications quand même. Et donc, effectivement, les comités régionaux de l'emploi et de la formation et de l'orientation professionnelle, créés par la loi du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, ont pour mission d'assurer la coordination entre les acteurs des politiques d'orientation, de formation professionnelle et d'emploi. Les politiques d'insertion ainsi que les plans locaux d'insertion pour l'emploi, les fameux PLIE, les missions locales et les maisons de l'emploi sont bien souvent portées par les élus départementaux. C'est pourquoi il convient de rétablir les dispositions adoptées en première lecture au Sénat relatives à la composition des CREFOP, effectivement, et en les complétant afin de permettre aux départements de siéger au même titre que les élus régionaux et les élus des groupements de communes. Merci, Monsieur Sido. Le 30 rectifié terre. Monsieur Pelva, Monsieur Savary, Monsieur Grand, vous... Oui, vous êtes co-signataire aussi, si vous voulez le défendre. Monsieur Grand, celui qui veut, celui qui est co-signataire peut défendre l'amendement. Oui, et puis on pourrait faire aussi les deux sous-amendements pour faire gagner du temps. Hein. Donc, il s'agit donc de rétablir la participation des présidents des grandes intercommunalités et métropoles au sein de ce fameux CREFOP. Donc ça, c'est mon premier amendement. Le sous-amendement donc, que je défends au nom de Micouleau. Pardonnez-moi, ce n'est pas un sous-amendement. Le 31 rectifié bis, c'est ça? C'est un amendement, ce n'est pas un sous-amendement. Voilà, il vise donc, dans l'hypothèse où celui-là ne serait pas adopté, à assurer la représentativité des métropoles. Et enfin, s'il n'est toujours pas adopté, on propose un autre amendement de repli qui a la possibilité de candidater, c'est-à-dire donc de présenter ses candidatures. Voilà. Très bien, je vous remercie. Donc, il y avait un amendement et 2 amendements de repli. En revanche, le 218 rectifié bis n'est pas soutenu, il était identique. Le 219 non plus et le 220 non plus. Très bien. Avis de la commission, s'il vous plaît, monsieur le rapporteur, sur ces 4 amendements. Madame la Présidente, je vais être extrêmement bref. Je crois que j'ai déjà expliqué que si on a une compétence, on siège. Si on n'a pas de compétence, on ne siège pas. Parce que pour mettre tout le monde, alors maintenant les métropoles, qu'est-ce qu'elles ont comme compétences en matière de formation professionnelle, d'orientation, etc. Rien. Les intercommunalités, rien. Mais pourquoi voulez-vous mettre tout le monde dans ces commissions régionales qui sont des commissions d'orientation? Et justement, c'est pour
parce qu'il y a la formation professionnelle, parce qu'il y a l'emploi qui est une responsabilité jusqu'à présent de l'État, et qui reste une responsabilité de l'État, c'est pour se concerter, pour les programmes, etc. Ça n'a rien à voir. Franchement, si vous voulez tout clarifier, renoncez à vos amendements. Parce que si c'est pour être dans des comités, écoutez, en plus, non. Ah non, ce n'est pas un comité Théodule, le comité régional, parce qu'ils prennent des décisions. Et ça engage des finances, ça engage les finances de la région et les finances de l'État. Ça n'est pas rien. Mais, en plus, mes chers collègues, pour avoir l'expérience d'innombrables nominations des représentants des collectivités locales dans tout un tas d'organismes, ils n'y vont même pas. Parce que moi, non, hein, mais non, quand le président Sido dit « Ah, il y a beaucoup d'élus départementaux qui sont dans les missions locales ou les maisons de l'emploi », c'est évident, mais c'est parce que ce sont des gens reconnus, mais ce n'est pas escalité de conseil général. Ce n'est pas escalité, non, ça n'est pas escalité. On a des maires, on a des... Moi, j'ai dans la maison de l'emploi, c'est la députée maire qui est présidente de la mission... Non, la mission locale, c'est la députée maire qui est présidente. Mais ce n'est pas parce qu'elle est députée, c'est pas parce qu'elle est maire. Elle a été élue par tous ceux qui financent. D'ailleurs, l'essentiel des collectivités, l'État mettant un peu d'argent, pas assez, je le dis au passage, mais c'est comme ça. Donc, comme pour les autres amendements, je vous demande de les retirer. Surtout encore plus au CREPOF, parce que le CREPOF, c'est vraiment une instance de décision, de concertation entre la région, déjà aujourd'hui, puisque la formation professionnelle est de compétence de la région, et l'emploi qui est de compétence de l'État, à laquelle on veut mieux associer la région, ça se justifie encore moins de mettre tout le monde. Voilà. Je vous demande, pour la clarification des choses, de retirer vos amendements. Du gouvernement ? C'est une demande de retrait, d'autant qu'il y a déjà 40 personnes. Ça va faire 120, 130, 150, que sais-je, et on n'aura même pas le quorum. Donc c'est aussi pragmatiquement, je pense, là qu'il faut rester raisonnable. Très bien, merci Madame la Ministre. Merci Madame la Ministre. Donc je vais les mettre aux voix. J'ai des demandes d'explication de vote. Donc sur le 389 rectifié. Il est retiré. Monsieur Sido, le 481 pour explication de vote. Oui, pour dire que si au fond l'amendement avait toute raison d'être, pratiquement, étant donné que ces régions sont démesurées et qu'on nous dit qu'il y a 500 km ou 400 km entre le nord de telle région et le sud, personne n'ira, bien entendu. Et pour que l'argument de Madame la Ministre est excellent, pour qu'il y ait le quorum, eh bien je retire mon amendement. Bien, je vous remercie. Les deux amendements sont retirés. Donc, l'amendement 30 rectifié terre. Y a-t-il des demandes d'explication de vote? Monsieur Grand. Monsieur le rapporteur, je ne sais pas ce que vous avez contre les métropoles, mais j'ai un peu de mal à imaginer qu'on ne siège pas. Nos métropoles, l'emploi, c'est notre affaire prioritaire. Nos métropoles s'occupent de l'emploi. Nos métropoles investissent pour l'emploi. Nos métropoles financent pour l'emploi. Donc vous ne voulez pas qu'on y siège. Moi, je veux bien, mais regardez ce que nous représentons. Regardez notre poids. Regardez notre engagement. Donnez-moi une bonne raison pour laquelle nous n'y... Voilà. Alors moi, je vous dis, oui, peut-être pas en formation professionnelle, mais en ce qui concerne l'emploi, nous y siégeons. Nous sommes des acteurs déterminants dans l'emploi. Et dans ma région, monsieur, et dans mon département où il y a 20% de chômeurs, est-ce que vous croyez que la métropole n'a pas son mot à dire sur la politique de l'emploi? Posez-vous la question de savoir pourquoi il s'est passé ce qui s'est passé en Espagne. Parce qu'il y avait on nous dit c'est parce qu'il y a 24% de chômeurs. Nous, on est à 20%. Donc aujourd'hui, il faut simplement qu'on ait présent à l'esprit que partout où on peut être, dès lors qu'on parle emploi, nous, dans les métropoles, nous voulons y être. Madame le ministre, peut-être que vous pourriez faire une proposition qui serait celle de dire que vous allez décider, vous pourriez faire un amendement, vous avez tous les moyens, et que vous décidiez par décret comment seront composés, la composition de cet organisme. Mais à mon sens, les métropoles ont leur place dans cet organisme. Merci, Monsieur Grand. Monsieur le rapporteur. Écoutez, moi je veux bien tout. Je veux bien tout. Vous me démontrerez, parce que si on emploie
le terme d'emploi dans des modalités différentes, les métropoles ont un rôle éminent en matière de développement économique, qui apporte l'emploi. Non, non, mais veuillez m'excuser, c'est quand même... Moi, si vous me montrez que dans les lois sur les métropoles, on dit la compétence est de la métropole, la compétence entendue aujourd'hui en matière Pôle emploi, etc., et tout ce qui est financé par l'État, ça n'est pas le cas. Mais oui, mais je ne suis pas plus contre les métropoles que contre les départements, vous le savez bien, ou les autres intercommunalités. Écoutez, j'étais, monsieur, cher collègue, vous n'étiez pas encore sénateur. Oui, bah, chacun a ses faiblesses. Moi aussi, j'en fus. Alors bon, mais monsieur, j'ai défendu les métropoles beaucoup plus que d'autres, à condition qu'on en limite le nombre, parce qu'autrement, ça n'a plus de sens. Et je le répète, tout ça, parce qu'il faut le répéter de temps en temps. Mais j'ai défendu les métropoles, j'ai défendu la métropole bien plus intégrée, la collectivité spécifique, la métropole de Lyon. Bon, après les autres, ça va plus, c'est plus compliqué. Bon, arrêtons-nous là. Bon, et puis on verra bien la suite. Mais on va revenir dessus. Mais je vous assure que c'est pas contre les métropoles. Je me dis d'une manière un peu logique, celui qui est compétent siège, celui qui n'a pas de compétence ne siège pas. Parce qu'autrement, c'est la confusion. Et vous le savez bien, puisque vous êtes un parlementaire expérimenté, vous avez été maire, etc. Hein, voilà. Vous le savez bien, plus il y a de désignations dans tout un tas d'organismes, les gens n'y viennent plus. Ils sont lassés, de toute façon, de tout ça. Il n'y a personne. On n'arrive même pas à réunir. C'est trop important, cette affaire-là, pour qu'on se concentre bien sur les acteurs, vraiment, et ceux qui financent la formation professionnelle et l'emploi. C'est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement. Merci. Madame la ministre, il y a le rapporteur qui veut aussi la parole. Peut-être vous prendrez un dernier, monsieur le rapporteur. Pour achever de convaincre Pour achever. Mon collègue. Et, bah, je vais commencer par me mettre en scène en tant qu'élu de la métropole lilloise. J'ai passé une bonne partie de ma vie à plaider la prise de compétences plan d'insertion par la communauté urbaine de Lille. Elle ne l'a pas fait. Dunkerque l'a fait. Donc, c'est assez simple. Il ne suffit pas de dire « je suis une métropole, ça se passe sur mon territoire, alors donnez-moi un siège au CA ». Il faut être titulaire de la compétence. Voilà, c'est tout. Monsieur le rapporteur, Madame la ministre, oui, pour achever juste une précision, parce qu'il faut aussi qu'on soit très clair. Moi, la création d'activités économiques aboutit à la création d'emplois. Rôle des métropoles, connaissances, etc. Mais la politique de l'emploi, c'est l'accompagnement des personnes qui sont en recherche d'emploi ou qui se reconvertissent. Donc, les métropoles, on leur demande de nous tirer vers le haut sur le relèvement de la France depuis un moment, donc de créer de l'activité économique, donc de l'emploi. Regardez la structure gouvernementale, le ministre de l'économie n'est pas le ministre de l'emploi. Ce sont des politiques publiques de l'emploi, c'est-à-dire d'accompagnement. Voilà, je crois qu'il y a peut-être aussi cette confusion. La politique de l'emploi, c'est très particulier, c'est très codifié, et donc je pense que vous pouvez retirer votre amendement, mais alors, sur la métropole, allez-y, faites créer de l'emploi, de l'activité économique, des entreprises, c'est votre boulot, quoi. Pardon, c'est votre travail. Merci, Madame la ministre. Il est retiré ? Les trois sont retirés. Je vous remercie. Amendement 454. Ils sont retirés, Monsieur Valin. Ah ben allez-y, allez-y. Allez, je vous donne la parole, Monsieur Rolenberg. Allez-y. Ça va être bref. Rassurez-vous, Madame la Présidente, mais je voulais approuver tout à fait ce que disaient les rapporteurs tout à l'heure. Je crois que d'expérience, pour présider encore d'ailleurs une maison de l'emploi, un pli et une mission locale, les politiques de l'emploi, là, je crois qu'il y a une confusion entre les politiques de l'emploi et de formation professionnelle. Les politiques de l'emploi, elles doivent être territorialisées au plus proche des instances de décision que sont les communautés, les grandes intercommunalités, les métropoles, c'est une évidence. Mais là, effectivement, siéger dans un organisme régional, au contraire, je dirais, c'est éloigner
l'instance de décision. Je peux vous dire franchement d'expérience ce dont on a besoin, Madame la Ministre, ce dont on a le plus besoin aujourd'hui, c'est de donner le plus d'autonomie possible aux directions territoriales de Pôle emploi. Et c'est là, effectivement, que tout se joue, par convention, et on peut en signer des conventions avec tous les organismes et tous les acteurs du territoire. Et là, on peut faire du vrai boulot. Je ne pense pas que ça soit en siégeant au CREFOP. Merci, Monsieur le rapporteur général. Je vais maintenant passer à l'amendement 454 rectifié. Monsieur Husson, pour le défendre. Oui, Madame la Présidente, Madame la Ministre, j'ai l'impression qu'on y revient, mais moi, en même temps, j'ai quelques difficultés à voir et surtout à imaginer ce que deviendront bientôt ces maisons de l'emploi, ces dispositifs de pli, qui va financer et quelque part comment sera assurée la coordination. Donc je ne vais pas en rajouter, je vais simplement redire ici que l'amendement que j'ai déposé et qui est co-signé par un certain nombre de collègues vise simplement à inscrire la participation des représentants régionaux, des présidents de maisons de l'emploi et des plis en tant que membres de droit des CREFOP, ce qui paraît logique puisqu'ils figurent au niveau national lorsqu'ils sont dans le réseau Alliance Ville-Emploi, dans le CNEFOP, donc dans le parallélisme des formes. Il me paraît logique, pour ne pas dire normal, de permettre de siéger dans les CREFOP, voilà, pour les personnalités que j'ai évoquées à l'instant. Merci, Monsieur Husson. Avis de la Commission, Monsieur le rapporteur. Oui, alors M. Husson a raison de penser qu'il serait souhaitable que là où ils sont vivants, parce que c'est peut-être pas homogène sur tout le territoire au même niveau. Non, mais c'est pour ça qu'ils peuvent. Mais mais je suis désolé, mon cher collègue, c'est réglementaire. Parce que si on met tout dans la loi, quand il y a des modifications, il faut tout changer. Donc c'est réglementaire, mais je pense que Madame le ministre devrait pouvoir s'engager à dire, ben non, parce que c'est pas de nature législative. La liste des membres qui peuvent être c'est de nature réglementaire. Par contre, je pense qu'il est utile de préciser que là où ils existent bien et où ils sont actifs, il faudrait que... Alors d'ailleurs, je ne sais pas comment ils sont désignés, les représentants, mais enfin tout ça, c'est du réglementaire. Donc je suis défavorable à l'amendement parce que ce n'est pas de niveau législatif, mais bien entendu, je souhaiterais que votre volonté d'être représenté soit bien écoutée. Monsieur le rapporteur, Madame la ministre. Oui, c'est pris en compte dans le décret d'application, donc effectivement réglementaire, et ce sera pris en compte, donc il n'y a pas de souci. Monsieur Husson, vous maintenez votre amendement? Non, parce qu'il était temps, j'ai bien fait de rester avant 19h15. Madame la Présidente, vous allez presque pouvoir, sur ce moment un peu historique, où je remercie d'ailleurs le rapporteur de sa bonté et surtout de la parfaite connaissance des textes. Donc, je retire cet amendement, puisque j'ai compris qu'il était satisfait. Il est retiré. Merci, Monsieur Husson. Je vais donc mettre aux voix l'article 3 bis. Je n'ai pas de demande de parole. Je le mets aux voix. Qui est pour? Qui est contre? Qui s'abstient? Il est adopté. Article 3 ter, 725 rectifié. Madame la ministre. Oui, j'ai déjà donné l'explication, Madame la Présidente. C'est pour ça que je me suis permise de vous le donner, puisqu'il a été défendu. Avis de la Commission? Alors, l'amendement veut réintroduire dans la rédaction issue des travaux de l'Assemblée l'article 3 ter. Le gouvernement souhaite maintenir le rôle de l'État comme principal acteur du service public de l'emploi tout en renforçant la place des régions. Si les objectifs entre le gouvernement et la Commission sont identiques, les modalités pour y parvenir sont différentes. Ce qu'on a voté, à mon avis, rend contradictoire et donc l'amendement, nous ne pouvons qu'y être défavorables. Merci, Monsieur le rapporteur. Donc, avis défavorable de la Commission. Il n'y a pas de demande d'explication de vote, je n'en vois pas. Donc, je vais mettre aux voix qui est pour cet amendement 725 rectifié avec un avis défavorable de la Commission. Je n'en vois pas. Qui est contre? Qui s'abstient? Il n'est pas adopté. Je mets aux voix l'article 3 ter. Qui est pour?
Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 3 ter est adopté. Nous en arrivons à l'article 22 octies. Je suis saisi de 2 amendements faisant l'objet d'une discussion commune. À l'article 22 octies, Monsieur Dantec pour le 634. Oui, on va peut-être pas être trop long dans le débat. Je pense qu'on l'a déjà eu assez largement. Ce qui est intéressant depuis une semaine, c'est d'essayer de comprendre où veulent en venir les uns et les autres. Je voudrais dire, en défense de cet amendement, que je crois profondément à la commune. Je pense que dans ce pays, la commune est culturellement extrêmement inscrite dans notre perception du territoire et dans notre vie collective. Et que donc, la commune, même si je sens un certain pessimisme de certains, voire un début de nostalgie, la commune n'est pas menacée dans ce pays. Elle n'est absolument pas menacée dans ce pays. C'est un espace très identifié, c'est un espace de proximité, de solidarité, et donc ça n'est pas le débat. Ce qui est la menace aujourd'hui, c'est effectivement le sentiment de nos compatriotes de ne pas être traités à égalité, quel que soit l'endroit où ils habitent. C'est ça la vraie menace dans ce pays. Et à partir du moment où le bassin de vie s'est imposé comme plus grand qu'au moment de la Révolution, ce qui est normal. On a inventé depuis la voiture, on a inventé plein de choses, on ne vit plus exactement de la même manière. Évidemment, ce bassin de vie doit être géré par une entité politique. C'est à peu de choses près l'intercommunalité. Mais le système tel qu'il est aujourd'hui fait que dans ces intercommunalités, généralement, le débat sur les grands choix de l'intercommunalité au moment des élections municipales est plutôt un débat qui a lieu d'abord, pour ne pas dire des fois exclusivement, dans la commune-centre. Et qu'un certain nombre de communes périphériques, membres de l'intercommunalité, et notamment les plus petites, n'ont pas le même débat au moment des municipales. Parce que le mode de scrutin ne crée pas l'égalité entre les citoyens. Le scrutin direct pour l'interco, c'est un enjeu démocratique fort, c'est un enjeu de perception différente des espaces et de l'égalité républicaine. C'est ça l'enjeu. Ça n'empêchera pas que la commune continuera d'exister comme espace de vie, comme espace démocratique, parce qu'elle est ancrée culturellement. Mais si on n'avance pas sur le scrutin direct, et je trouve que là-dessus l'Assemblée avait quand même marqué une avancée importante, alors on va continuer de nourrir le sentiment de relégation. C'est ça l'enjeu du scrutin direct aujourd'hui. Et je pense qu'il y aura peut-être quelques interventions pour dire halte là, vous voulez la disparition de la commune. Ça n'est absolument pas le débat. Je pense que c'est en dehors du débat et c'est une manière de ne pas répondre à la vraie question qui est la question de l'égalité des citoyens par rapport aux grands choix qui sont décidés dans l'interco. Merci Monsieur Nègre pour le 757 rectifié. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. En application de l'article 54 de la loi MAPTAM, les conseillers métropolitains seront élus au suffrage universel direct lors du prochain renouvellement général des conseils municipaux. Les modalités concrètes seront fixées par la loi électorale avant le 1er janvier 2017. L'article 54 de la loi MAPTAM prévoyait que cette loi se fonde sur un rapport d'évaluation des élections communautaires de 2014 qui n'a jamais été produit, puis sur un rapport remis par le gouvernement au Parlement avant le 30 juin 2015 afin de présenter les pistes envisageables. Ces délais sont extrêmement contraignants et à ma connaissance, ils n'ont pas été tenus, sauf si Monsieur le ministre nous annonce que la remise du rapport du gouvernement au Parlement se fera bien avant le 30 juin. Bon. Cet amendement propose donc de repousser, là encore, soyons pragmatiques, ne donnons pas des ultimatums que nous ne sommes pas capables de respecter. Donc cet amendement propose donc de repousser au 31 décembre 2015, 6 mois de plus, la remise de ce rapport, tout en élargissant son champ d'étude à l'élection de tout ou partie des conseillers métropolitains au suffrage universel direct. Avis de la commission. Sur l'amendement de M. Dantec, je me retrouve dans un débat que nous avions déjà eu sur la loi MAPTAM, donc qui a fait l'objet de la part du Sénat et de la commission des lois du même avis défavorable. Et je vais, pour que ce soit bien clair,
Je vais vous raconter une anecdote. À la communauté urbaine de Lille, c'est pas le groupe des Verts, c'est pas le PS, c'est pas le groupe UMP, etc., qui travaille le plus. Le groupe qui travaille le plus, c'est le groupe qui fédère les maires des petites et moyennes communes. Et j'en veux pour preuve qu'au moment de la mise en œuvre de la loi Chevènement, ils se sont réunis pour savoir quel serait le devenir de l'intercommunalité qui était, dans l'exemple que je prends, la communauté urbaine. Eh bien, ils étaient arrivés, ces maires, à la conclusion suivante. 1. Il faut sauvegarder ce qui fait la légitimité, c'est-à-dire le suffrage direct par la population pour désigner le maire. 2. L'intercommunalité, c'est de la coopération intercommunale. 3. Si un jour se posait la question d'avoir un autre mode de représentation de l'EPCI, on était, et là vous avez tourné autour, on était amené à se poser la question d'une sorte de bicamérisme local avec une assemblée des maires ou de leurs représentants fléchés par le suffrage, éventuellement un autre collège qui serait élu au suffrage universel direct. Depuis Balladur, tout le monde mélange tout là-dedans. Prenez le problème comme vous voulez, et je propose au Conseil constitutionnel de regarder la question. Pour faire ça, il faut une révision de la Constitution. Point barre. Donc, faisons pas des faux débats, des débats de positionnement qui sont véritablement des leurres. Des leurres. Voilà. Bon. Sur cette question très sensible, le gouvernement s'en remet à la sagesse du Sénat. Monsieur Botrel a demandé la parole pour explication de vote. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. L'instauration du suffrage universel direct pour la désignation des conseillers communautaires est un des sujets récurrents en matière de gouvernance territoriale de la France. Et de façon sous-jacente, il a été au cœur de nos débats dans ce projet de loi NOTRe à travers l'évocation de la place et de l'existence des communes, dont quelques-uns persistent à penser, Monsieur le ministre, et à dire qu'une volonté gouvernementale plus ou moins occulte chercherait à faire disparaître. La justification d'une telle disposition relative à cette désignation serait de nature, selon d'autres, à introduire davantage de démocratie dans cette sphère intercommunale. J'observe à ce sujet que des associations citoyennes et des particuliers posent ouvertement désormais cette question, se rapportant aux responsabilités et à l'incidence fiscale et budgétaire de l'intercommunalité dans la vie publique. Une telle mesure contribuerait sans doute à rendre le fonctionnement de ces institutions moins abstraites qu'elle ne le paraît actuellement aux yeux des citoyens. Qu'on accepte cette idée ou qu'on la rejette, la question se posera dans l'avenir avec une acuité accrue. La question est de juger du moment opportun d'engager le débat, et de mon point de vue, parce qu'il s'agit au vrai sens du terme d'un débat de fond. Il ne peut être question de le trancher en catimini, dans une sorte d'entre-soi, sans approfondir la discussion et sans examiner précisément chacun des arguments qu'une telle question emporte. Et c'est justement parce que ce travail politique doit être précis et approfondi que j'estime que le moment n'est pas celui-ci. Laissons aux intercommunalités le temps d'assimiler des modifications de périmètre et l'élargissement des compétences qui découleront du présent projet de loi. Ce n'est donc pas sur le bien fondé ou non de cet amendement sur l'article 22 octies que je me positionne, mais sur son opportunité aujourd'hui. Il ne s'agit pas d'écarter le débat, mais de rechercher la cohérence. Et à cet égard, les sénateurs socialistes estiment qu'il est préférable que cette question soit dissociée du projet de loi NOTRe et fasse l'objet d'une discussion dédiée. C'est pourquoi nous ne voterons pas cet amendement. Merci, mon cher collègue. Monsieur Savary a demandé la parole. Oui, merci, Monsieur le Président. Effectivement, moi, je partage les propos qui sont tenus. Qui va-t-on voir quand il y a un problème? On va voir le maire.
véritablement, c'est encore le symbole, avec son conseil municipal, c'est le symbole d'une organisation, d'une âme au niveau des communes. Donc arrêtons de vouloir la détruire. Je crois qu'à travers la campagne qu'on vient de mener des départementales, on a vu le sentiment d'abandon de nos campagnes. Et sans sentiment d'abandon, vous ne feriez que l'accentuer. Alors, à un moment où on est en train de revoir la coopération intercommunale, qui doit être un outil au service de nos concitoyens pour certains investissements et certains services publics, rendre ceux ensemble qu'on ne pourrait pas faire seul, eh bien, je ne crois pas que ce soit le moment de changer complètement la société, parce que c'est un vrai fait sociétal, et je partage le point de vue du rapporteur, moi, c'est un problème constitutionnel. Le département, la région, les communes sont inscrites directement dans la Constitution. Et donc, on voit bien qu'on a remis en cause ces périmètres. Ça voudrait dire que nos concitoyens qui sont déjà éloignés, derrière, ils vont élire un président d'une intercommunalité qui va être, avec les seuils de 20 000 habitants, dans des secteurs comme les miens, des communautés qui vont rassembler 20, 30, 40, 50, 60, 70 communes par endroit, quoi. Donc, véritablement, il n'y aura plus d'attache dans un milieu rural particulièrement difficile. Donc, cette solution est particulièrement mauvaise. Moi, je m'opposerai pour l'instant à cette conception qui pourrait se voir à condition que les intercommunalités aient les mêmes compétences. Or, vous faites élire, vous proposez d'élire des intercommunalités qui ont des compétences différentes. Et puis ensuite, vous les mariez avec des compétences qu'il va falloir retravailler. Donc, il y a du prix au jour d'aujourd'hui par rapport à ce type d'élection. Ça peut s'envisager s'il y a une réflexion profonde d'aménagement du territoire, et ce qui veut dire qu'on réorganise les répartitions de compétences, mais de façon très fixe par rapport à la structure intercommunale. Et je pense que les esprits ne sont pas encore mûrs. Ça ne doit pas être un amendement au décours d'une loi de répartition, ça doit être vraiment la réflexion partagée, et on doit trouver ensemble la solution permettant, droite et gauche confondues, de trouver une meilleure organisation. Mais je pense que, pour l'instant, il vaut mieux rassurer nos concitoyens qui connaissent un certain nombre de difficultés et ne pas en rajouter. Monsieur le Président Mézard. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, moi, je suis atterré, non pas que cette idée soit émise, parce que en démocratie, toutes les idées peuvent être émises et méritent d'être examinées. Mais je suis atterré qu'il y ait une volonté affirmée de remettre en cause des fondements qui, René Vandierendonck donc l'a dit à très juste tout à l'heure, résultent de la Constitution. Nous avons la commune, le département et depuis pas très longtemps la région comme collectivité territoriale. Les intercommunalités, à ma connaissance, n'en sont pas une. Ça, c'est déjà le postulat de base. Et je rappelle, en tout cas c'est ce qui ressortait de la loi Chevènement, que les intercommunalités, elles n'ont de compétences qu'à la suite de décisions de transfert de compétences, soit par la loi qui leur donne des compétences obligatoires, soit optionnelles. Et alors considérer qu'on peut élire des conseillers communautaires au suffrage universel, il faut imaginer quand même, en restant dans le même système et sans réviser la Constitution et sans faire une quatrième couche, parce que c'est ce à quoi vous arriveriez, qu'est-ce que ça donnerait sur le terrain? Vous voyez des exécutifs d'intercommunalités élus, et puis d'un autre côté, les maires et adjoints élus d'un autre, pas forcément les mêmes, et pas forcément pour faire les mêmes choses. Mais ce n'est pas, en l'état, quelque chose de réaliste, et moi je dois dire à nos collègues socialistes que j'entends la sagesse de notre collègue Botrel, mais je suis en désaccord total, et mon groupe, sur le fond, parce que vous dites que vous renoncez à ça pour une question d'opportunité, mais que vous êtes en fait d'accord sur le fond. Et c'est ce qui a été voté par l'Assemblée nationale. Et vous le redites, et je suis très content que vous le disiez, parce qu'au moins ça confirme ce que je dis ici depuis des jours et des jours, c'est que votre véritable objectif, c'est bien la suppression, mais si, c'est la réalité. Mais si, bien sûr que si, parce qu'à partir du moment où vous mettez, et je vous l'ai lu hier dans certains rapports,
que la clause de compétence générale doit être transférée aux intercommunalités et qu'il doit y avoir une élection au suffrage universel. Il faut dire les choses. Alors, si c'est ce que vous voulez, vous le dites clairement en vote, et puis ensuite chacun respectera le vote majoritaire. Mais ce que vous voulez, et nous le savons, c'est ça. Eh bien, assumez-le. La parole est à Monsieur Hyest. Oui, c'est inépuisable. Et nous sommes en deuxième lecture et à la fin d'un texte où on a déjà débattu toutes ces questions-là. L'intercommunalité, on en a débattu longtemps. C'est intéressant de relancer toujours les mêmes débats. Alors, d'une part, juridiquement, les conseillers communautaires, et grâce au Sénat, sont élus au suffrage universel, mais dans le cadre communal. Pourquoi? Oui, mais pourquoi? C'est très important. Ça veut dire qu'ils représentent leur commune dans une intercommunalité. Il n'y a pas parce que votre système, c'est une supracommunalité. C'est tout. C'est simple. Et c'est constitutionnellement impossible aujourd'hui. Alors cessons de débattre tous les 6 mois, de nous mettre des amendements à l'Assemblée en disant on pourrait avoir un rapport ou je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que peut dire le rapport? Il ne veut rien dire du tout. Bon, c'est pas ça la question. Ou bien on dit, après tout, parce que vous voyez, il y a 2 systèmes. Hein. C'était d'ailleurs envisagé dans les années 71, la loi Marcellin. On regroupe les communes. On regroupe les communes, d'autres pays l'ont fait. Hein. C'est concevable. La Belgique, me disait René van der Rendoek, elle a fait 10 ans avant, elle a décidé que... non mais... Bon, non mais c'était un choix. On n'a pas fait ce choix-là. Donc, arrêtons de dire des choses. Ce que vous voulez, imaginez, mon cher collègue, vous dites on n'en veut pas aux communes, que des conseillers communautaires, élus directement, soi-disant ayant les compétences déléguées par les communes, parce que c'est encore ça, pourraient très bien ne pas être élus conseillers municipaux et décider dans leur coin. Belle organisation pour la France. Ce qui fait la richesse enfin, de l'intercommunalité, c'est d'avoir les maires, les conseils municipaux se réunissent parce qu'ils savent qu'ils peuvent faire des choses en commun, que c'est théoriquement source d'économie, théoriquement. Enfin, on y viendra peut-être un jour, parce que de toute façon, il y a une baisse des dotations, donc il y aura forcément des économies. Parce que c'est comme ça, hein, en fin de compte, hein, c'est le plus simple hein, pour faire des économies. Bon, à condition de ne pas tuer la bête en la privant de nourriture et de boissons. Mais franchement, moi je trouve qu'on arrête de faire des élucubrations. Aujourd'hui, de même que quand on voulait supprimer les départements, il fallait une révision constitutionnelle. De même, le jour où on voudra faire des intercommunalités élues au suffrage universel direct dans le cadre supracommunal, il faudra faire une révision constitutionnelle. Et alors on me dit, oui, mais la Constitution dit qu'on peut créer d'autres collectivités prévues par la loi. Oui, pour faire la métropole de Lyon. Pour faire la métropole de Lyon. Parce que c'est des cas, on l'a fait aussi outre-mer. Bon, parce que c'est des communautés, c'est des cas spécifiques. Mais on ne peut pas faire une généralité. Alors, bon, on ne va peut-être pas continuer pendant 2 heures. Ceux qui ne sont pas lassés du débat peuvent continuer. Mais franchement, on a tout dit hein, sur ce sujet. Mais je vous assure en tous les cas que ça a été... Alors vous, c'est l'habitude, hein, M. Dantec, on le respecte beaucoup parce qu'il a eu beaucoup de persévérance. S'il pouvait avoir un peu plus de persévérance aussi, parfois dans la discrétion, ça serait parfait. Non, mais dans la discrétion, pour relancer toujours les mêmes débats. Mais je le dirai aussi aux autres le moment venu, ne vous inquiétez pas. C'est à Monsieur Nègre. Monsieur le Président Hyest, on n'est pas lassé par cette discussion, parce que c'est une discussion de fond, tout simplement. Et le Président Mézard, tout à l'heure, a très bien expliqué où était le problème. Il est d'une part constitutionnel, vraisemblablement, mais ce n'est pas ça le principal. Ce n'est pas qu'il soit constitutionnel ou pas. C'est qu'est-ce qu'on veut faire, effectivement, des communes.
Quelle est la vision que nous avons des communes dans ce schéma aujourd'hui? Eh bien, notre collègue qui remonte régulièrement, nous avons eu ces discussions pendant des heures et des heures pendant la loi MAPTAM, où nous avions trouvé un équilibre qui paraissait acceptable et accepté d'ailleurs par tout le monde, et là, vous remettez le couvert de nouveau. Qu'est-ce que vous voulez au fond? Au fond, ce n'est pas un changement de niveau, c'est un changement de nature que vous voulez. De fait, au bout, vous ferez disparaître la commune, parce qu'elle deviendra une coquille vide. Et à partir du moment où vous ferez disparaître les communes, vous ferez disparaître ce qui constitue une tradition, et je remonte à la Révolution et même avant, quelque chose, ce noyau de base sur lequel nous avons toujours tous été très prudents. Je suis premier vice-président de la première métropole qui a été créée en France. Eh bien, comme le disait le rapporteur tout à l'heure, ce sont les maires qui, ensemble, parce qu'ils sont élus au suffrage universel non contestable, qui font en sorte d'orienter les débats. Et personne chez nous, regrette ce système-là, ce système justement qui a fait l'objet d'un accord général dans la loi MAPTAM. Alors, pourquoi cette provocation supplémentaire? Pourquoi vouloir mettre à mal l'avenir des communes? La question, vous connaissez la réponse aussi bien que moi, tout à l'heure le collègue vous l'a dit, vous voulez un changement complet et finalement la disparition des communes. Eh bien, nous sommes contre. La parole est à M. Kaltenbach. On est toujours dans la caricature, les méchants qui veulent supprimer les communes. Voilà, moi je n'accuse pas certains de vouloir rien changer et d'être plus conservateurs que les pires conservateurs. C'est le débat. Accepter que des avis soient différents. Moi, je ne soutiendrai pas l'amendement de M. Dantec, ça a été très bien dit par notre collègue Annick Botrel. Le groupe socialiste au Sénat est pour l'accord qui a été passé sur la loi MAPTAM. Les métropoles au suffrage universel direct et les autres EPCI, on reste sur le système qui a été mis en place, fléchage pour les conseils communautaires et pour les conseils de communes, on reste sur le système qui a été voté, etc. Maintenant, je voudrais quand même répondre à M. Hyest, qui nous explique que ce n'est pas possible constitutionnellement. Voilà, je voudrais quand même rappeler qu'une métropole, c'est un EPCI. Celle de Lyon est particulière, mais les autres ne sont pas particulières. Ce sont des EPCI. Et pourtant, la loi prévoit bien qu'en 2020, les conseillers seront élus au suffrage universel direct. Donc moi, je ne crois pas qu'il y ait un obstacle constitutionnel. Il y a aujourd'hui une situation politique qui fait qu'en effet, il faut rester sur ce compromis, ne pas aller au-delà et être raisonnable, mais je ne vois pas d'obstacle constitutionnel. Sinon, l'obstacle constitutionnel, c'est le même pour les métropoles, qui sont des EPCI, et pourtant, en 2020, on élira les conseillers métropolitains au suffrage universel direct. Je note en passant, et j'ai bien compris l'intervention de M. Hyest, qu'il trouverait complètement anormal qu'un élu d'opposition dans une ville puisse diriger une métropole. Mais je suis d'accord avec vous, ce ne serait pas forcément quelque chose de très positif, et je suis sûr que M. Hyest trouvera une solution pour empêcher ce type de dérive contraire à la démocratie. Donc voilà, le groupe socialiste, je le répète, est pour le maintien des communes, nous ne sommes pas pour leur disparition, nous sommes pour des évolutions, nous sommes pour favoriser l'intercommunalité, parce que nous pensons que des intercommunalités fortes permettront le développement des petites communes et que la meilleure manière d'aider les petites communes, c'est bien d'avoir des intercommunalités fortes. Que maintenant, sur le mode de scrutin, nous souhaitons rester au mode de scrutin actuel et que nous n'envisageons pas d'évolution du mode de scrutin. Donc, je le dis, s'il vous plaît, Monsieur Mézard, Mesdames et Messieurs les élus de la droite républicaine, évitons les faux procès et allons au fond des choses. La parole est à Madame Gourault, Madame la Présidente Gourault. Non mais, moi je m'exprime parce que, écoutez, j'ai pas pris la parole depuis ce matin, donc je peux m'exprimer une fois. En plus, je suis seule représentante de mon groupe, donc je me sens dans l'obligation de prendre la parole. Il y a le président qui préside, bien sûr. Moi, je voulais dire plusieurs choses. D'abord, je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit René Vandierendonck tout à l'heure. Il faut savoir si on change de système ou pas. Voilà. Si on reste sur l'idée de ce que chevènement appelait les coopératives de communes, ou si, effectivement, on change, on fait des EPCI, des collectivités territoriales à part entière.
Alors moi, je suis un peu embêtée, personnellement, de cette sagesse que vient de donner le ministre sur cet amendement. Je vais vous dire pourquoi. Quand on me dit, dans mon département, le gouvernement veut, dans la loi NOTRe, faire disparaître les communes. Je dis, mais non. On me dit, mais si, il y a l'élection au suffrage universel direct. Et il y a 36 000 communes qui est distribuée par M. Colomba, qui fait, évidemment, qui va dans ce sens. Et je dis, mais l'amendement qui avait été voté à l'Assemblée nationale n'était, enfin, je dis plus exactement, le suffrage universel n'était pas dans le texte du gouvernement. Je dis donc, voilà, moi je fais confiance, puisque ça n'est pas, c'est un amendement qui a été apporté par des députés. Bon, et qui est passé, parce qu'il est passé, parce qu'il y a eu une majorité au moment où il était présenté. Mais je ne crois pas, c'est mon argument, que le gouvernement veuille cela. Alors, la sagesse du ministre m'inquiète. Est-ce que c'est, puisque le directeur de la DGCL, en plus, a tout un paquet de chemises vertes devant lui, est-ce que c'est pour faire plaisir aux Verts? Ça, c'est une première supposition. Ou est-ce que, sur le fond, il pense que c'est cela qui doit être fait? Et moi, je voudrais, en conscience, quand je défends une position dans mon département, ne pas défendre une position qui ne soit pas, au fond, celle... Je fais confiance au gouvernement en disant cela, mais si le gouvernement pense le contraire, ça me mettrait en porte-à-faux. Et j'ai horreur d'être en porte-à-faux. Donc, Monsieur le ministre, vraiment, je voudrais que vous me redonniez explication sur ce sujet, parce que le jour... Moi, je me souviens, à l'époque où j'étais vice-président de l'Association des maires, on avait même réfléchi à un système où on laissait les élections des délégués des communes, comme c'est aujourd'hui, dans un système communal. On avait même réfléchi, Jacques Pélissard y était assez favorable, à l'élection d'un président au suffrage universel direct. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait même à une époque réfléchi à ça. Donc, tout peut s'envisager, tout peut évoluer, tout peut se modifier, mais au fond, moi, je voudrais être sûr que la parole du gouvernement est fiable pour qu'on ne se trouve pas en porte-à-faux dans la défense que l'on fait, au fond, du gouvernement quand on est sur notre terrain. Monsieur le Président Bas a demandé la parole. Je vous remercie, Monsieur le Président. Il y a manifestement entre nous, dès lors qu'il s'agit d'être pragmatique et de faire fonctionner nos collectivités territoriales, des zones de consensus, et c'est heureux. Il y a aussi des points de clivage, et j'ai bien le sentiment que ces points de clivage sont absolument irréductibles. Parce que les perspectives dans lesquelles la majorité de l'Assemblée nationale s'est inscrite sont des perspectives qu'en vérité le Sénat, dans sa majorité, ne peut accepter. Il y a une sorte d'analogie avec ce qui a été fait il y a maintenant 33 ans, un tiers de siècle exactement, avec les régions. Au fond, quand la loi de 1972 a créé les établissements publics régionaux, elle a conçu les régions comme une sorte de syndicat interdépartemental. La région, c'était, par le moyen d'une mutualisation, la poursuite de l'action départementale sur la base d'un partenariat entre départements. Quand, en 1982, on crée une collectivité territoriale, on prévoit alors de l'élire au suffrage universel direct, et la région change de nature. Et on crée cet emboîtement de collectivités qui, depuis le tournant du XXIe siècle, fait débat entre Français et vous a amené, et je m'adresse au gouvernement et à sa majorité, à envisager la suppression des départements pour répondre à cet emboîtement qui, à certains égards, pouvait paraître excessif. Vous avez compris depuis que ce n'était pas la bonne solution. Mais quand nous avions envisagé le conseiller territorial, au fond, nous avions cherché un compromis qui permettait, sans revenir sur la naissance des collectivités territoriales régionales, d'exprimer notre souci d'une osmose
entre les départements et les régions étant mises au service, en quelque sorte, des projets départementaux et devant réaliser une sorte d'arbitrage entre départements pour faire jaillir un intérêt supradépartemental, mais en cohérence avec les départements. Et voilà que, un tiers de siècle après, avec une certaine constance dans l'idéologie, et je ne peux vous la reprocher, vous essayez de faire naître au niveau supracommunal ce que vous avez réalisé en 1982 pour les régions, c'est-à-dire un découplage progressif par le moyen du suffrage universel direct entre communes et intercommunalités. Et c'est ceci que nous ne pouvons pas accepter, car pour nous, l'intercommunalité, c'est l'instrument de la poursuite de la politique municipale en lien avec les partenaires que les électeurs nous ont donnés venant des autres communes. Et c'est la raison pour laquelle ce qui nous différencie sur ce point est absolument fondamental. Car, que vous le vouliez ou non, la concurrence que vous créez par le suffrage universel direct entre communes et intercommunalités ne pourra se résoudre à terme que par le choix entre l'une de ces deux collectivités. C'est pourquoi je vous supplie humblement de renoncer à cette approche, parce que vous ne pouvez pas, comme vous le faites, dire que vous êtes favorable à la pérennité de l'institution communale et créer cette forte concurrence qui, à l'évidence, crée une dynamique sur laquelle nous ne pourrons pas revenir. Et c'est la raison pour laquelle, sur ce point précis, dans notre débat, alors qu'il y a tant de sujets pour lesquels nous pouvons faire émerger un consensus, le clivage est, de mon point de vue, absolument irréductible. Oui, allez-y, mon cher collègue. Je voudrais applaudir à deux mains ce que vient de nous dire Philippe Bas. Il vient d'établir une démonstration éblouissante. Et je voudrais ajouter un élément à l'argumentaire qu'il nous a développé, c'est l'argument de la subsidiarité, sur laquelle est fondé le fonctionnement moderne de beaucoup de nos institutions, y compris en Europe. Et on peut souhaiter que les institutions européennes respecteront la subsidiarité, y compris des collectivités locales. Dans cette affaire, revenir sur cette élection des conseillers communautaires au suffrage universel, la proposer, c'est renoncer en fait à terme au principe de subsidiarité. Et donc il faut bien y penser. Peut-être que dans 6 ans ou dans 12 ans, nos successeurs, à la lumière des évolutions institutionnelles à venir au niveau européen, au niveau national et au niveau régional, peut-être que nos successeurs reviendront sur les arguments et sur les convictions que nous développons aujourd'hui. Mais de grâce, je rejoins Philippe Bas, faites en sorte que les communes restent à leur place et qu'elles puissent désigner les délégués communautaires de façon indirecte, de façon à ce que les conseillers communautaires soient bien les délégués des communes et que les communautés de communes ne soient en fait que les prolongements. Dans le respect de la subsidiarité, le prolongement de la volonté des communes, il y a là une réelle nécessité démocratique très actuelle. Vous maintenez, M. Dantec? Oui, je vais maintenir l'amendement. Je suis assez surpris par le temps pris par ce débat. Très honnêtement, c'est un amendement un peu identitaire. Ça fait partie, effectivement, du fonctionnement normal. Et si vous regardez bien, d'ailleurs, je n'ai pas abusé des amendements sur cette deuxième lecture. Il y en avait un nombre relativement limité. Mais nous venons de prendre plus d'une heure sur ce débat. Et en vous écoutant, je me disais, mais pourquoi ils ont besoin d'y revenir alors que le débat a eu lieu, qu'il y a peu de chances que ça passe dans les minutes qui suivent, trouver une majorité dans l'hémicycle. Donc il n'y a pas de grand risque. Et je remercie vraiment Philippe Bas de son intervention, parce que je crois qu'il donne la clé de la raison de ce débat et de la nécessité pour les uns et les autres d'y revenir. C'est qu'effectivement, nous sommes sur un processus. Nous sommes sur un processus. Et nous savons tous très bien ici
que la loi que nous allons voter est une loi de compromis, et est une loi sur un chemin, et que ce chemin ne s'arrête pas là. Ce n'est pas une loi pour 20 ans qu'on est en train de voter, c'est une loi pour probablement moins de 10 ans. Et c'est pour ça que vous y revenez, parce qu'effectivement, il y a une étape derrière. Et l'exemple pris en disant finalement, à partir du moment où on a fait de la région une collectivité de plein exercice, ça affaiblit le département, et la suite logique, c'est la fin du département. Ceci dit, pour l'instant, il s'est quand même maintenu, est un raisonnement assez intéressant et que moi je trouve intellectuellement plutôt stimulant. Il manque juste un élément. Il manque juste un élément dans le raisonnement. Qui aujourd'hui dirait il faut supprimer les régions? Qui dirait aujourd'hui les régions n'ont pas de légitimité démocratique? C'est ça qui manque dans le raisonnement. C'est que demain, cet interco qui correspond à la réalité de la vie quotidienne avec un scrutin direct, elle gagnera évidemment aussi sa légitimité et personne derrière n'y reviendra. Le vrai débat, et René Vandierend donc, à mon avis, l'a ouvert de manière intéressante, c'est de trouver le mode de fonctionnement qui permette de dire il y a scrutin direct parce qu'il y a compétences lourdes, et dans une démocratie moderne, là où il y a compétences lourdes, il y a scrutin direct, mais il y a une nécessité d'intégrer une diversité territoriale qui correspond au fait que là, culturellement, je le redis, la commune est un élément fort de l'identité française à l'échelle de chacun, et que donc elle ne disparaîtra pas. Et j'ai d'ailleurs déposé, mais je ne les ai pas redéposés là, parce que je ne voulais pas justement qu'on refasse le débat, l'idée, et qui est défendue aussi par le sénateur Bertrand, à partir d'une entrée d'hyper-ruralité, qui est que demain, il faudra peut-être 2 chambres. Et qu'effectivement, on est plutôt aujourd'hui avec un Sénat qui joue le rôle du frein à main, qui essaye de ralentir ce qui finalement, en filigrane de beaucoup d'interventions, apparaît comme inéluctable. Mais moi je dis, il faut se coltiner vraiment la question. C'est quoi le fonctionnement demain avec une interco qui est beaucoup plus légitime démocratiquement? C'est peut-être 2 chambres. Moi je crois que fondamentalement, les 2 chambres, c'est quelque chose d'assez logique et d'équilibré. Mais plutôt que d'être dans le frein à main, comme vous savez finalement, et c'est pour ça que vous intervenez tous, que tout cela est inéluctable, discutons-en sérieusement et essayons de trouver un consensus. Et ce consensus passe par le fait que, vu les compétences des intercos, elles ne peuvent pas se priver encore longtemps du scrutin direct dans une démocratie moderne. La parole est à Monsieur Carucci. Monsieur le Président, sincèrement, je ne comptais pas intervenir dans ce débat passionnant. Mais comme c'est open bar et que tout le monde s'exprime plusieurs fois sur des explications qui n'en sont plus, moi, je vais vous dire, puisque notre collègue se demande qui voudrait mettre un terme aux régions, moi. Voilà. Dans le mode de fonctionnement actuel, moi qui ai été un régionaliste convaincu, qui ai défendu la région en 2004 dans la loi Raffarin, j'affirme aujourd'hui que ça ne fonctionne pas. Voilà, je le dis tranquillement, ça ne fonctionne pas. Je préside une commission des finances de la région Île-de-France, je vous affirme que ça ne fonctionne pas. Et qu'en réalité, l'éloignement des élus régionaux par rapport à la réalité du terrain est une horreur. Voilà, ils sont, et moi le premier, hors sol. Hors sol. Et vous ne pouvez pas dire que ça fonctionne. Et pardon, Monsieur le Ministre, mais la création, alors l'Île-de-France n'a pas bougé, elle est déjà à 12 millions d'habitants, mais la création d'autres très grandes régions va provoquer la même chose que sur la région Île-de-France. Tant qu'on a créé les régions, on les a créées pour être des collectivités d'investissement et d'intervention. C'était l'objectif. Et l'objectif était de dire ces régions, avec de grands sujets d'aménagement ou d'activité économique, coordonnent l'action des départements et font ce qui réellement correspond aux régions, à l'intérêt global. Progressivement, avec le suffrage universel, progressivement, la nature ayant horreur du vide, et puis les élus se disant « je suis élu au suffrage universel, j'ai des droits, je veux des compétences, je veux des pouvoirs », les régions sont devenues des collectivités de gestion
de plus en plus lourde, de plus en plus administrative, de moins en moins d'interventions et de moins en moins forte. Et en réalité, quand on continue de dire comme ça, parce que c'est comme ça, parce que depuis 10 ans, c'est de bon ton de dire que c'est la région qui doit, ça n'est pas vrai. Ça n'est pas vrai. Autant, je pense que la région peut avoir une action forte d'investissement, de coordination de l'action des départements, autant quand on donne aux régions, qu'est-ce qu'elles font? Elles émettent des règles, elles émettent des schémas, parce que comme c'est trop grand, eh bien, on n'arrive pas à gérer en direct, et donc on fait des schémas, et on passe, comme en Île-de-France, 6 ans à faire le schéma régional de développement, et on passe 5 ans à faire le schéma d'aménagement. On passe des années à faire des schémas, qu'ensuite on essaie désespérément de faire voter par les conseils départementaux, qui en veulent ou qui n'en veulent pas. La réalité, c'est que soit on revient à l'origine des régions, mais on n'y reviendra pas parce qu'avec le suffrage universel, vous avez créé des élus qui se disent on n'est pas là pour faire la coordination des départements, on est là pour avoir des pouvoirs. Et si vous faites des intercos qui sont au suffrage universel direct, vous aurez la même chose parce que par définition, les conseillers communautaires élus au suffrage universel diront nous sommes les représentants du peuple, nous devons avoir le pouvoir et vous dessaisirez les communes comme les régions essayent, même pas volontairement, mais mécaniquement, de dessaisir les départements. On n'a pas compris dans ce pays qu'on ne pouvait pas faire élire tous les niveaux de compétences au suffrage universel sans créer des demandes, des pouvoirs et une volonté de pouvoir. Donc, soit on dit c'est la commune et le département qui sont les collectivités fondatrices, et à partir de là, il y a des organisations autour de la commune, des organisations autour du département à part le niveau national, et ça a du sens. Soit on donne le suffrage, on met en place le suffrage universel à tous les niveaux, et vous verrez que ça ne fonctionnera que de moins en moins et de plus en plus cher. La parole est à M. Mercier. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Un Huron qui viendrait, non pas au Palais Royal cette fois, mais au Palais du Luxembourg, visiter, aurait de la peine à comprendre le débat quand il lit l'amendement de M. Dantec. Parce que quand on lit l'amendement de M. Dantec, il n'y a rien à faire, il est satisfait. Aujourd'hui, les conseillers communautaires sont élus au suffrage universel direct. Dans le cadre de la commune, c'est vrai, mais ils sont élus au suffrage universel direct. Vous pouvez tourner l'affaire comme vous voudrez. Suivant des modalités particulières, non, mais ça ne veut rien dire du tout. Simplement, ça ne veut rien dire. Et M. Dantec poursuit un but purement idéologique, mais qui ignore quand même... pour celle-là, sûrement. Mais d'ailleurs, c'est en baisse quand on regarde les derniers sondages. Et toutefois, je crois que ce mouvement idéologique ignore un peu les réalités de terrain. Et quand on voit, par exemple, le mouvement en faveur des communes nouvelles, c'est pas forcément que tout le monde veut supprimer les communes, mais c'est que les gens sont attachés à la commune avec des compétences particulières dans des intercommunalités, mais justement qu'on ne veut pas voir disparaître les communes. Moi, je vais être un peu partout sur le territoire, il y a toujours plusieurs centaines de maires qui se réunissent, qui réfléchissent. Alors, il ne faut pas tous des communes nouvelles dans les 20 secondes, c'est évident, mais ils en font de plus en plus, et ils croient à la commune. Et la commune, dans le cadre intercommunal, a un rôle. Il n'y a pas d'opposition entre les deux. Pour l'instant, l'intercommunalité, certes, elle a de plus en plus de compétences propres qui lui sont accordées par telle ou telle loi, la loi Allure ou d'autres qui interviennent, mais ce sont des compétences communales réalisées au niveau intercommunal. Le conseil communautaire, il est élu au suffrage universel direct. Alors peut-être que le mode de scrutin ne vous plaît pas, mais si j'ai bien compris, il y en a d'autres qui ne vous plaisent pas et que le gouvernement n'envisage pas de changer tout de suite, notamment pour l'élection des députés, que vous réclamez régulièrement. Mais je ne vois pas pourquoi je n'ouvrirais pas des débats qui vous divisent un peu, alors que vous essayez sans arrêt d'ouvrir vous-même des débats qui n'ont pas leur place ici. Donc moi, je crois que cet amendement est largement satisfait et qu'il nous appartient de donner une vraie vie aux communes. Et
aux intercommunalités et que le reste, honnêtement, c'est pas le moment. Monsieur Dantec le sait parfaitement. Et il préfère à la paix, à la sérénité et à l'efficacité des territoires un peu la pagaille, parce que là, au moins, ça ressemble à une trame verte. La parole est à Monsieur le ministre. À l'invitation de Madame Gourault, je vais préciser un peu la position du gouvernement qui est très claire. D'abord, par rapport à Monsieur le Président de la Commission des lois sur le conseiller territorial, qui a été diabolisé par l'opposition de l'époque, qui ne méritait peut-être pas d'être diabolisé à ce point, mais qui avait quand même beaucoup de défauts. Et il faisait courir deux risques, ce conseiller territorial. Soit on allait assister à ce que M. Balladur lui-même souhaitait d'ailleurs, et j'étais membre du comité Balladur, c'est-à-dire l'évaporation des départements. C'était le terme de M. Balladur. Il comptait sur le conseiller territorial pour que les départements s'évaporent dans les régions. Soit on allait assister, c'était plutôt ce que je pensais à l'époque, à une cantonalisation des régions. Je referme la parenthèse sur le conseiller territorial. Sur le débat relatif à l'intercommunalité et à l'élection au suffrage universel des conseillers communautaires, ce n'est pas un débat médiocre. Si autant d'entre vous se sont exprimés avec beaucoup d'arguments, c'est que ce débat est passionnant, il est au cœur de la problématique actuelle de la démocratie locale. Et moi, je partage les interrogations qu'ont exprimées messieurs Dantec, Kaltenbach et Botrel sur la légitimité qu'ont les intercommunalités qui lèvent l'impôt, qui sont renforcées de compétences toujours plus nombreuses et plus importantes, et qui n'ont pas la légitimité que leur conférerait une élection au suffrage universel direct. Mais j'ajoute aussitôt que le système actuel de fléchage leur donne une légitimité beaucoup plus forte que ce n'était le cas jusque-là. Et j'entends les arguments de celles et ceux qui sont opposés à une avancée dans une direction du suffrage universel, cette fois-ci pure et simple, supracommunal, les inquiétudes qui se sont exprimées d'un conflit de légitimité qui pourrait exister entre les élus municipaux et les élus intercommunaux, supracommunaux, communautaires, pour parler une langue juridique. J'observe d'ailleurs que ce conflit de légitimité existe déjà, parce que moi j'ai dans mon département au moins un président d'intercommunalité qui a été battu aux élections municipales dans sa commune, mais qui siège dans l'intercommunalité au titre des élus de l'opposition et qui se retrouve, et tant mieux pour lui, président de l'intercommunalité. Donc ce conflit de légitimité, il existe déjà dans telle ou telle communauté de communes, sauf qu'il n'est pas aussi aigu qu'il pourrait l'être si ce président de l'intercommunalité avait été élu directement au suffrage universel. Là, il est élu mécaniquement, si j'ose dire, comme élu de l'opposition de sa commune. Donc voilà, il y a des arguments recevables des deux côtés, si j'ose dire. Le gouvernement, en tout cas, ne souhaite pas modifier la législation actuelle. S'il avait voulu, Madame Gourault, aller plus loin, il l'aurait fait dans ce texte. Les députés, eux, ont choisi, les députés, le groupe socialiste, pas le rapporteur, le groupe socialiste de l'Assemblée nationale a souhaité ouvrir le débat. Je répète que c'est un débat qui n'est pas médiocre, mais pour l'heure, le gouvernement s'en tient au système actuel et ne souhaite pas changer la législation. Bien qu'ils aient été assez peu discutés, je vais mettre aux voix les deux amendements 634 et 757 rectifiés. Donc déjà le 634, amendement de M. Dantec et des groupes écologistes, qui est pour, qui est contre, abstention, je crois qu'il n'est pas adopté. Le 757 rectifié maintenant, qui est pour, celui de M. Nègre, qui est contre, abstention, il n'est pas adopté. Voilà pour les débats en deuxième lecture des sénateurs sur le projet de loi à notre nouvelle organisation territoriale de la République. Un texte, vous l'avez vu, il y a eu des débats fournis entre les sénateurs et le gouvernement. Vous avez pu voir deux points de friction principaux. Tout d'abord, la politique d'accompagnement vers l'emploi doit-elle être confiée à la région? C'était là le point de vue des sénateurs, mais pas celui du gouvernement. Également, deuxième point, le mode de scrutin des conseillers communautaires. Sur ce dernier point, finalement, dans le texte final,
final, eh bien, les sénateurs ont obtenu gain de cause. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les séances sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.